heureux, vivons Cotier. Alors là, ce soir, nous avons un grand témoin avec nous en ligne qui va nous expliquer un petit peu. Donc, c'est un grand thérapeute. Alix Fréchet, vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Bonsoir, Alix. Comment allez-vous? Bonsoir, Alix. Nous sommes ravis de vous avoir en ligne. Alors, expliquez à nos amis auditeurs, vous, on se connaît un peu, hein, Alix, vous êtes hypnothérapeute, vous avez fondé une école dans le sud de la France. Comment un hypnothérapeute va-t-il se débrouiller avec votre magnifique outil, hein, on est d'accord avec le coach de vie, l'hypnose c'est vraiment génial, une personne trop impatiente, qui rate ses cibles à chaque fois, qui n'atteint pas ses objectifs, vous voyez ce que je veux dire, Alix, hein? Comment vous le prendriez? Qu'est-ce que vous feriez? Pour lui faire atteindre ses objectifs? Oui, par exemple. Alors quelqu'un qui va atteindre ses objectifs, c'est qu'il a un but. Et s'il les atteint pas, il a peut-être aussi une bonne raison de ne pas les atteindre. Donc on va plutôt aller dans la recherche de ce qui l'empêche d'atteindre ses objectifs. Peut-être qu'il a simplement une croyance, je veux dire, et que ne pas atteindre ses objectifs, ça va renforcer une croyance qu'il a sur lui-même, évidemment. Donc c'est l'idée de comment réussir à échouer de Paul Watzlawick. Finalement, tout le monde atteint quelque chose. Quand on n'atteint pas ce qu'on atteint, c'est ce qu'on voulait pas atteindre. C'est ça l'idée, Alix? C'est un peu ça, je veux dire. C'est soit ça permet de confirmer la croyance qu'on a, qu'on est nul, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas compétent, qu'on est mis en place dans une histoire de vie et d'une expérience de vie, évidemment. Ou alors ça permet de vérifier justement qu'on est capable, parce que justement on a besoin de vérifier tout le temps qu'on est capable, parce que aussi quand on était petit, on nous a fait croire qu'on ne l'était pas, et donc on va s'épuiser à vouloir y arriver. Ça, j'adore votre image de dire qu'on nous a fait croire qu'on était tout petit, vous savez. Ça me fait penser à cette histoire très connue que vous connaissez évidemment, Alix, je l'ai dit à nos auditeurs, de l'éléphant devant un cirque. Vous la connaissez, hein, je la cite souvent en conférence. Un jour, l'anecdote est belle, un homme passe devant un cirque, il voit un éléphant, et il est tenu, tu vois Arnaud, juste par une toute petite ficelle, comme ça. Il va voir le directeur du cirque, il dit, attendez, votre éléphant mature, là, votre éléphant adulte, il part jamais devant le cirque, il peut pas. Et le responsable du cirque dit à la fois oui, il peut, et non. Alors il dit, mais pourquoi vous me répondez cela? Il dit, vous savez comment on dresse les enfantaux quand ils sont tout petits? On leur met un énorme piquet dans du béton avec une chaîne en fer énorme. Pendant des mois, l'éléphanto, il essaie de s'en sortir en tirant sur la chaîne en ferraille. Et quasiment du jour au lendemain, n'est-ce pas, Alix? Il arrête. Et après, vous lui mettez à un endroit bien particulier de là où il y avait la chaîne et il ne partira jamais. Ne rions pas trop des éléphants. À nous, dans notre tête, il nous reste combien de chaînes comme ça? C'est un peu ça que vous vouliez dire, Alix, n'est-ce pas? Tout à fait. Quand on a cette croyance, donc on ne peut pas sortir de ce périmètre, à ce moment-là, il suffira donc d'une petite ficelle de rien du tout, avec un piquet de rien du tout, pour qu'on ne puisse pas s'échapper de ce cercle-là, effectivement. La croyance est bâtie comme ça, et la croyance se met, évidemment, à une époque de notre vie, donc pour les infantaux, donc quand il est très jeune, mais pour les adultes, pour les humains et les enfants comme nous étions, c'est pareil, je veux dire, à une époque où évidemment, on a cru à des choses qui n'étaient pas vraies. Alors je vous explique pas le Père Noël, la petite souris, ce qu'on fait croire à nos enfants, ce qui est joli comme histoire. Hein. Donc, et d'ailleurs, vous savez que Martin Seligman, le père fondateur de l'université de Pennsylvanie, il parle de l'impuissance acquise ou apprise. Il a les deux mots, hein, Alix, hein. Cette impuissance apprise, la bonne nouvelle qu'on peut dire nous, vous les thérapeutes, nous les coachs, c'est que tout ça, ça peut se désapprendre. Pas vrai, Alix? Ah, ça c'est notre métier, justement, parce que quand on a des outils de changement, et l'hypnose, le MDR et d'autres techniques sont des outils de changement qui permettent un état modifié de conscience et qui permettent des changements. Alors, je crois que vous faites pratiquer le MDR, vous aussi, Alix, n'est-ce pas? Oui, je suis un spécialiste en MDR. Et donc, dans les outils aujourd'hui, on a quoi? Dans les thérapies ou dans les changements, on a des outils d'analyse et des outils de changement. Alors, les psychanalystes ou d'autres outils d'analyse, c'est bien gentil, mais analyser et comprendre, c'est bien, changer, c'est mieux. Donc, alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Et moi, je pense franchement qu'on revient, et on a bien raison sur ces histoires de psychanalyse, parce que franchement, d'ailleurs, c'est l'histoire que raconte Martin Seligman. Comment a-t-il changé? Vous parlez de changer, Alix. Ça faisait des années qu'il était thérapeute freudien classique. Un jour, il prenait un avion avec un homme d'affaires à côté de lui, donc il avait rien à voir avec nos métiers, vous voyez, Alix, hein. Et il raconte à l'homme d'affaires comment il est thérapeute classique avec ses patients. Et au bout d'un moment, cet homme d'affaires leur dit, écoutez, vous n'arrêtez pas de vous parler des gens qui vont mal, de leur souffrance, de leur douleur, bref, on pense à la fin de la plainte de Roustan, n'est-ce pas, Alix, hein? Il le regarde comme ça, le businessman, et il lui dit, mais, et vous leur demandez jamais comment ça se passe pour eux quand ils vont bien, quand ça se passe bien pour eux? Et là, Martin Seligman raconte dans l'un de ses livres que quand il est sorti de cet avion, ça l'a fait tellement cogiter qu'il a complètement changé son circuit épistémologique et qu'il a changé ses outils. Vous voyez ce que je veux dire, Alix?
C'est ce que faisait Milton Erickson, qui demandait à quelqu'un comment on sait quand vous êtes bien. Ouais. Et justement, il partit de cette image-là pour amener la personne à retrouver ça. Ouais. Si vous avez tout à fait raison. Ouais. Mais oui. Et donc, ouais. Et quand je disais que la croyance dans l'enfance, je veux dire, nous a mené, je veux dire, parce que une croyance, elle s'auto-vérifie toute seule. Lorsqu'on croit quelque chose, ben on le vérifie, puis on est toujours là-dedans. C'est ce qui fait que si on pense qu'on va rater, on va toujours rater. Parce que notre croyance est qu'on est nul ou qu'on va pas réussir. Tout ça parce que, évidemment, on a mis ça en place depuis tellement longtemps, à une époque où on croyait tout ce qu'on nous disait, parce que on n'avait pas cette capacité de libre arbitre, de prendre du recul, de réfléchir, c'est-à-dire d'être conscient qu'on pense et de penser qu'on était conscient. Ça, on l'atteint à un âge où on a peut-être 5, 6 ou 7 ou 8 ans, à un âge où on ne croit plus comme nous reste. Et Piaget disait que nos principales croyances et représentations se construisaient et se sédimentaient dans notre psychisme entre 3 et 7 ans, hein, dans l'évolution, et c'est entre 3 et 7 ans que beaucoup de choses se jouent. Moi, ce qui m'intéresse énormément dans ce que vous dites, et j'aimerais votre regard de grand thérapeute là-dessus, et même d'hypnothérapeute, c'est-à-dire que moi, je suis toujours effaré. Vous parlez des croyances et on fait les mêmes métiers, on a des outils complémentaires. C'est comment, par exemple, les gens, alors qui vont mal, on est d'accord pour certains, je parle de certains qui vont mal et qui viennent nous voir, qui en conférence, qui nous écoutent à la radio, qui nous écoutent sur Air Show ou RMC ou n'importe où, et qui disent, je ne comprends pas ça. Alors que ils devraient venir, qui dans votre cabinet, qui voir Candice, qui faire se disent, mais si je fais ça, j'ai peur. Ils ont peur. Et donc, ils vont pas venir et ils préfèrent, comme m'avait dit une ancienne stagiaire, rester dans une sorte d'inconfortable confort, vous voyez, ou de confort inconfortable, en pensant, et c'est ça leur croyance, vous allez me dire ce que vous en pensez, Alix, que s'ils faisaient un travail sur eux, ils iraient plus mal que maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est exactement ça. Je donne souvent, moi, dans mes conférences ou dans mes cours, je donne l'idée de quelqu'un qui est, à force de mécanismes de défense, pour rester dans la survie, à force de mécanismes de défense, va construire un château de cartes, vous savez. Et donc, vous construisez avec un château de cartes. Et là, évidemment, il faut rien toucher. Parce que si on touche une chose, il y a tout qui s'écroule. Donc, il faut être très courageux, je pense. Je pense qu'effectivement, les gens, quand ils viennent me voir pour changer quelque chose, pour aller bien, je leur dis, effectivement, ils sont d'abord très, très courageux. Parce qu'effectivement, ça implique beaucoup de changements dans leur vie. Est-ce que je peux vous demander quelque chose là? Il y a une image qui m'a plu. C'est quoi cette histoire de château de cartes? Oui. Racontez-nous. Cette histoire de château de cartes, c'est-à-dire que chacun, on passe notre vie à vouloir enlever du déplaisir, alors qu'en fait, sur Terre, on est là pour avoir du plaisir. Absolument. On passe notre temps à vider un panier, d'accord, de déplaisir pour remettre du plaisir dedans. Donc tout ce qui est souffrance, tout ce qui est mécanismes de défense pour éviter des souffrances, alors on met en place des stratégies, des comportements, des attitudes, des rituels, des croyances aussi évidemment. Et tout ça, comme un château de cartes, on le construit pour éviter d'être. Et c'est normal qu'on fasse ça, je veux dire. Et vous connaissez la blague qu'avait donnée un grand professeur de psychiatrie en 3e cycle aux étudiants en psycho? C'est une blague, mais en même temps, elle est très très fine. C'est pour filer la métaphore du château, Alix, pour nos amis auditeurs. Il disait, les psychotiques bâtissent des châteaux en Espagne. Non, c'est le contraire. Les névrotiques bâtissent des châteaux en Espagne, les psychotiques les habitent et les psys viennent ramasser les loyers. Et elle est vraiment excellente. Je la redis bien, les névrosés bâtissent des châteaux en Espagne, les psychotiques les habitent, et puis les psys, ils viennent ramasser les loyers, et souvent il y a beaucoup de loyers à ramasser, pas vrai, Alix? J'espère qu'un jour on aura la chance de vous avoir en réelle présence sur le plateau à Air Show, Alix, quand vous viendrez de votre ex. Vous l'aurez certainement. Eh ben écoutez, on a très envie de vous rencontrer en réelle présence. Merci de ces témoignages passionnants, je pèse mes mots, on a vraiment beaucoup de chance. Candice voulait dire un mot à Alix? C'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir écouter ce discours-là qui est totalement juste. Quel est le nom de votre école, Alix, et votre site? Pardon, j'ai pas entendu. Quel est le nom de votre école et votre site internet, que nos auditeurs viennent vous voir? Le site internet, c'est CTSE, c'est le Centre de Thérapie du Sud-Est, et l'école, c'est ESHE, c'est l'École Supérieure d'Hypnose Ericksonienne. Voilà, l'hypnose qui fait tant de bien. Donc un jour, on prend rendez-vous est pris, vous venez à Air Show, vous venez de revivre heureux, vivant coaché, d'accord? Ok? Avec plaisir. On vous embrasse, Alix, au grand plaisir. Au revoir. Au revoir. À bientôt.